Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va tester un graveur laser CO2. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Vous allez voir, c'est la première fois que je fais une enseigne lumineuse en acrylique parce qu'un graveur laser CO2, ça découpe parfaitement de l'acrylique. Après, sans éclairage, c'est pas mal non plus. Mais le principe, c'est d'allumer et c'est là où ça fait toute la différence. C'est une machine professionnelle, vous retrouverez tout le lien vers le site du constructeur dans la description de la vidéo. Et on va démarrer tout de suite par l'installation de la machine, parce que c'est vraiment une grosse machine. Tu veux quoi? Tu veux jouer? 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 Allez, hop! Chacun son jouet. Hein. Lui, c'est ça. Moi, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler gravure laser parce que la société Monport m'a envoyé un graveur laser CO2 de 80 watts pour vous faire une vidéo de démonstration, d'installation et de maintenance. Parce que là, on n'est plus sur un jouet, on est sur du matériel professionnel. Et voilà l'engin, si on peut s'exprimer comme ça. 900 mm par 600 mm. On a des roulettes ici avec des bloqueurs. Ben on va voir, hein, ici le sol il n'est pas parfait, on va voir, mais normalement il n'y a pas de problème, ça doit rouler. Avec ça, on peut travailler. On peut bien sûr s'amuser, mais on peut surtout travailler. C'est ce que je vais essayer de m'employer à vous montrer. Bon, maintenant, il va falloir continuer le déballage. Vous retrouvez toutes les informations en description de vidéo. Et puis ici, il y a du détail, il y a plein de choses à voir. On va regarder ça ensemble. Un rappel de sécurité s'impose. C'est un laser CO2 qui fonctionne avec une haute tension dans un tube. Ce qui veut dire qu'il faut absolument que cette machine soit reliée à la terre et il faut que le capot de protection du tube CO2 soit fermé quand on le démarre. Il y a un gros bouton d'arrêt d'urgence facilement accessible qui coupe toute l'alimentation. Il y a aussi des contacts d'ouverture porte, c'est-à-dire que là, c'est pour la protection des yeux contre le rayonnement du laser. Attention, c'est un laser CO2 qui fonctionne à 10 600 nanomètres. Donc c'est différent des diodes et c'est différent des infrarouges. Les lunettes qui sont fournies sont bien indiquées en ce sens. Normalement, il y a des vitres teintées, donc pas de problème de lunettes, sauf si on chante les contacts, mais ça, je ne vous le recommande pas. Il faut prévoir aussi l'extraction des fumées. Il y a une clé de condamnation. Et enfin, je vous invite à lire la notice attentivement. Et pour tourner ces images, j'ai été obligé de revenir dans mon premier studio, qui n'est autre que mon garage, que j'ai légèrement amélioré, modifié, pour accueillir cette machine imposante. Je suis curieux de voir comment fonctionne un laser CO2. Je n'en ai jamais présenté. Et là, c'est vraiment une vraie machine, une vraie bête. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Malgré sa taille impressionnante, cette machine est plug and play. Quand on la reçoit, on n'a rien à installer. On n'a rien à installer, mais il va quand même falloir faire des préparatifs pour pouvoir l'utiliser en toute sécurité. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer ici le nid d'abeille. Sous le nid d'abeille, on a des supports ici que l'on peut déplacer, régler. Il y a un système d'extraction de fumée. Il y a un système de récupération des débris, des petits morceaux de bois ou de matériaux qu'on a découpés, avec, on va le voir dessous, une trappe d'accès. Tout le châssis est en métal. Ici, les poignées
sont en aluminium. On a ici un système de récupération des déchets. On a le système ici de montée et de descente de la table. On a plus de 200 mm ici de possibilités de descente de la table et donc de passage d'une pièce épaisse entre la buse et le plateau. La montée se fait au travers de 4 vis mères de bon diamètre. Il n'y a pas une pièce en plastique, tout est en métal. Que du métal. Le rail de guidage ici de l'axe X et Y est en aluminium de qualité aéronautique pour une robustesse et une légèreté accrue. La vitesse maxi de gravure est de 800 mm par seconde. 800 mm par seconde, ce qui veut dire que la tête se déplace de gauche à droite du plateau en à peine une seconde. Alors ici, beaucoup de choses sont en allemand parce que la machine qui m'a été envoyée est destinée au marché allemand. Alors qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve un panneau de contrôle et de commande, un bouton d'arrêt d'urgence, un système de verrouillage par clé. On a ici la possibilité de faire varier la puissance et la vitesse avec ce petit écran pendant les usinages, pendant les gravures ou les découpes. Au niveau connectivité, on a 2 prises USB, dont une pour la connexion avec le PC. On peut avoir une liaison aussi par Ethernet. Tout est caréné, tout est capoté, tout est en métal. Et cette machine est intégrée. Alors on va regarder maintenant dans le détail qu'est-ce que c'est qu'un laser CO2. Et pour ça, eh bien, on va regarder l'envers du décor, si je peux m'exprimer ainsi. Ici, on a le bouton principal d'alimentation avec dessous 2 alimentations, une pour le laser et une pour la pompe de refroidissement. Je vais y revenir. À droite, on a quelque chose qu'on n'utilisera pas puisque on a ici la terre sur la connexion principale. Mais il y a des réseaux, puisque cette machine est prévue pour aller dans le monde entier, il y a des réseaux où la terre est séparée. Donc on peut mettre la terre ici. Et ici, eh bien, c'est le branchement d'une pompe de réfrigération externe. On a ici le ventilateur d'extraction des fumées, 38 watts de puissance. On a ici la pompe de réfrigération intégrée. Et on a ici le tube laser. Le tube laser CO2. Alors, il y a un petit peu d'azote dedans, mais le gaz principal, c'est du CO2. Donc, c'est de la haute tension. C'est pour ça qu'il faut avoir un réseau de terre. C'est de la haute tension. Il y a à l'intérieur, vous allez voir, c'est sympa, il y a de la réfrigération donc à l'extérieur. Il y a un tube, on le voit au milieu là, un tube en verre avec un revêtement particulier. Cathode et anode à droite et à gauche. Et entre la cathode et l'anode est créé donc un faisceau laser. Et ce faisceau laser va partir par un miroir vers un autre miroir pour aller au final dans le laser. On va le regarder en détail après. Mais voilà le cœur de la bête, le tube laser. Celui-ci fait 80 watts. Alors c'est marqué ici qu'en pointe il peut aller jusqu'à 100 et qu'il a été calibré pour 90. Mais en fait, il fait bien 80. La différence donc importante entre un laser CO2 et un laser à diode, eh bien, c'est cet encombrement et ce tube. Ce tube qui a une durée de vie assez importante, un petit peu plus faible que les lasers à diode, mais attention, comme sur les lasers à diode, tout est relatif. C'est-à-dire que tout dépend de la puissance qu'on va lui demander. Si on ne lui demande pas beaucoup de puissance, il va durer longtemps. Si on lui demande beaucoup de puissance, il va durer moins longtemps. Donc la durée de vie, elle est fonction de l'utilisation. Et ce tube chauffe. Alors les diodes chauffent aussi, mais le tube chauffe. Et donc comme ce tube chauffe, il est refroidi. Les diodes sont refroidies à l'air. Ce tube est refroidi avec de l'eau. De l'eau déminéralisée qu'on va mettre dans ce réservoir. Regardez la taille des moteurs. Je mets ma main à côté. On n'est plus là sur un jouet. Comme je le disais, ici, on a le coupleur, amortisseur. On a un arbre de 12 mm de transmission. Bon, c'est à la dimension de la machine. Cette machine est entièrement équipée. Il y a aussi la pompe à air assist intégrée. Donc, elle est vraiment plug and play, on n'a besoin de rien rajouter. Mais il existe les mêmes modèles sur lesquels on peut venir
rajouter des éléments extérieurs. Donc on peut moduler la configuration de sa machine. Sur le site de Monport, on voit toutes les différentes machines qu'il peut y avoir. Sur le site du constructeur, vous allez retrouver un grand nombre de graveurs laser qui soient fibre ou CO2, ainsi que des pièces détachées, des accessoires pour modifier, pour personnaliser votre graveur. Le mien est un 80 watts, mais il y a des graveurs de 40 watts qui sont assez accessibles, que vous pourrez équiper avec un outil rotatif ou un refroidisseur extérieur. Celui que je vais vous présenter a un refroidisseur intégré. Et si on en juge par les exemples et les paramètres donnés par le constructeur, on ne devrait pas tarder à s'amuser. La gamme monte jusqu'à 150 watts et sur le site, il y a beaucoup de vidéos pour pouvoir utiliser son graveur laser. On va dégager le premier miroir. Ça, je vous conseille de ne pas le jeter. Alors, le miroir est ici. Il est à 45 degrés et donc il va renvoyer le faisceau là-bas, vers un autre miroir. Et ce miroir donc est réglable. Il est réglable en 3 points et vous allez voir, ça a son importance. C'est même très important. Et ces miroirs doivent être nettoyés de temps en temps parce qu'ils craignent la poussière. C'est un miroir qui renvoie le faisceau laser. S'il est sale, il va renvoyer une partie de la puissance, pas la totalité. Et quand on déplace la machine, donc là elle a été déplacée violemment puisqu'elle a pris l'avion, le camion, il va falloir vérifier le réglage. Normalement, si on ne la déplace pas trop violemment, ça ne bouge pas. On peut retrouver sur le site du constructeur cette explication du fonctionnement d'un tube laser avec l'émission d'un rayon laser entre 2 électrodes et la transmission par les différents miroirs. Pour le niveau ici de liquide de refroidissement, il y a une jauge ici, donc ça va aller très bien. Donc ici je me suis arrêté un petit peu avant le full et j'ai mis environ 2,5 litres. Je crois qu'il rentre 4 litres dedans. Et puis ici, on a le panneau de contrôle qu'on va voir dès qu'on aura allumé la machine. Ah, et ici, on a la vidange. Si jamais on remplit trop, on peut vidanger par ici. Ou, si on le laisse, ce graveur laser, dans un endroit où ça peut geler, eh bien, il faut penser à vidanger. C'est important. Allez, c'est terminé pour ce côté. On va quand même installer ici le tube d'évacuation des fumées qui est fourni avec la machine. C'est du diamètre 180. Une grosse évacuation. Voilà. Alors maintenant, on va libérer le module laser. Alors ces trappes sont bien pratiques, il y en a tout le tour de la machine et ça permet d'accéder à tous les coins de la machine. Et ici, bien sûr qu'on peut le faire sans enlever ça, mais si on doit aller régler le miroir, eh bien il faut déposer ce côté. Il y a 4 vis, c'est très facile. On vient de là-bas du tube qu'on a vu tout à l'heure, on arrive sur ce miroir, on va rentrer sur le miroir qu'il y a ici, sur le module laser, pour redescendre en bas. Donc il y a 3 miroirs, et ces 3 miroirs, eh bien, il va falloir les régler ou vérifier leur réglage. On comprend que ces miroirs, ces deux-là miroirs, sont dans l'enceinte de gravure et de découpe, donc ils sont soumis aux poussières. C'est pourquoi régulièrement, quotidiennement, je dirais, si vous l'utilisez souvent, il faut aller nettoyer les miroirs parce que ces miroirs, en fait, s'ils se salissent, eh bien, on perd de la puissance, on perd de l'efficacité du laser. Il y a 3 choses ici. Un interrupteur, les clés et ceci, je pense que c'est la cale pour le focus. Bon, je vais tenter un premier démarrage. Donc, j'ai fait attention d'être bien sûr off ici. Le bouton est enclenché. Je suis sur haut ici. J'ai branché
je mets en route le contact principal. Donc il ne se passe rien, c'est normal. Allez, je me lance. Donc je coupe l'arrêt d'urgence. Voilà, il y a des choses qui se passent. Je pense qu'il fait le homing. On ne peut pas l'ouvrir, mais on peut le regarder de là. Donc il a bougé tout seul. Très bien. Alors on voit ici que la température elle est à 15 degrés et que la pointe concis est à 28 degrés. Le niveau est descendu, il est là. Donc on a rempli le tube. On ne le voit pas, mais à l'intérieur, il y a de l'eau, on le sent quand on met ici, quand on pince le tube, on sent qu'il y a une circulation. Donc là, on pourrait rajouter un petit peu d'eau. C'est ce que je vais faire pour me mettre au niveau maxi. Donc au final, j'ai rajouté presque un demi-litre. Et maintenant, je suis bon. Je suis ici. On a un ruban LED ici que je vais éclairer. Je ne sais pas encore comment ça marche. Je vais essayer de trouver ça pour pouvoir éclairer la surface de travail. Donc il y a une double série de capteurs ici d'ouverture et de présence porte pour éviter qu'on puisse ouvrir le capot quand on est en train de travailler. Bon, il y a des lunettes qui sont fournies, mais normalement quand on ferme le capot, eh bien on est protégé. On ne voit plus rien. On imagine ici là le point de focus. Bon, finalement j'ai trouvé le bouton de la lumière. Il est ici. J'ai démonté le carter de ce côté. Ici, c'est la carte principale. Derrière, ici, on a le groupe froid, le groupe de refroidissement du laser. Et on va aller voir de l'autre côté ce qu'il y a. Bon, c'est clair, c'est accessible. Il y a des chemins de câbles, c'est pas en l'air, ou pas trop. Le seul câble qui est en l'air, c'est ce câble blanc. Pour les autres, c'est propre. Et de ce côté, on retrouve la carte de puissance pour le groupe froid, pour la pompe à air assist, pour les moteurs, les steppers. Voilà, il y a tout ce qu'il faut de ce côté. Donc là aussi c'est très accessible, c'est propre, il n'y a aucun souci. Allez, on va sortir l'ordi et on va voir ce qu'il y a dans la clé USB fournie avec la machine. Parce qu'avec la machine, il y a un manuel, mais moi le mien il est en allemand. Donc j'y comprends rien. On va voir s'il y a quelque chose dans cette clé USB. Alors j'ai mis la clé USB dans l'ordinateur et dans l'ordinateur eh bien il y a un fichier qui s'appelle RDWorks. C'est un logiciel spécifique pour ce graveur laser, mais il marche aussi apparemment avec Lightburn. Donc je vais quand même installer le logiciel parce qu'apparemment il y a une version en français. On peut choisir l'angle de l'origine. Donc moi je choisis en haut à gauche, install. J'ai fait une analyse de virus avec Windows, il n'y a aucun problème. Il y a un câble USB qui est fourni avec, on va le mettre dans la machine. Donc on le branche ici et à l'ordi. Et on va laisser travailler Windows. Ça ressemble un peu à Lightburn avec ici des couches de couleurs qu'on peut sélectionner. On a à peu près les mêmes menus, mais normalement on n'a pas besoin de paramétrer. Ça doit être dans le logiciel, les paramètres dans la machine. Et on a des menus en français, alors ça c'est bien quand même. Bon, peut-être qu'il y a des traductions qui ne seront pas bonnes, et encore, ça a l'air d'être bien. Ouais, chapeau, c'est bien. C'est pas toujours le cas. Bon, pour l'instant, le tube laser n'est pas activé. Alors il existe plusieurs modèles de graveurs laser chez cette marque et ici on n'a pas d'autofocus, on a un focus qui se fait avec la cale que je vous ai montré et on a un pointeur ici. Un pointeur qui permet de définir là où sera le début de la gravure. On va régler le focus sur ce morceau ici de contreplaqué. Alors on va prendre la cale. Bon, vous pouvez voir que j'ai déjà essayé la machine. J'ai gravé dessus sur l'acrylique, mais voilà le principe. Le principe c'est on met la cale ici et on fait descendre la buse jusqu'à ce qu'on touche. Pour faire descendre
ou plutôt pour faire monter le plateau, parce que c'est plutôt le plateau qui monte. On va y aller doucement. Là, on est au focus. Et il n'y a rien d'autre à faire. Une fois qu'on a fait ça, le focus est terminé. Et il faut le faire à chaque fois qu'on change l'épaisseur du matériau. Maintenant qu'on a les miroirs, la lentille propre, que le faisceau est bien centré, que le focus est fait, on peut commencer à faire des essais en fonction du matériau qu'on va vouloir graver ou découper. Ce graveur laser est capable de découper tout un tas de matériaux en dehors du métal. Il va pouvoir découper des matériaux que ne peuvent pas découper les lasers à diode. Par exemple, il va pouvoir découper de l'acrylique transparent. Il est capable donc de découper de l'acrylique transparent et de le graver sans revêtement. Pour régler les miroirs, on a besoin d'un scotch. Et puis, on va utiliser la touche pulse. La touche pulse, ça envoie une impulsion de laser. Et c'est tout ce qu'il nous faut. J'ai mis du scotch et j'ai fait un pulse. Et on voit ici un petit point qui est légèrement trop bas. Il n'est pas centré par rapport au diamètre. Donc je vais le monter légèrement. Pour ça, je vais jouer avec le premier miroir. Je vais incliner le miroir vers ici. Je vais jouer avec la partie haute. Donc je vais appuyer ici. Ici, je suis en appui, donc ça va basculer. Et je vais l'incliner comme ça. J'ai fait pas loin d'un tiers de tour. Là, je suis trop haut. Donc, je vais refaire la moitié de la distance que je viens de faire. Voilà, je vais enlever le scotch, remettre un scotch. Mais là, je suis descendu. Je pense que je suis bon. Allez, je refais un dernier test. Je marque bien le diamètre ici, parce que normalement le miroir est centré sur le diamètre. Je suis encore un peu haut. Là, c'est mieux. Bon, mon stylo ne fonctionne pas bien. Avec la deuxième correction, on est pile poil centré. Donc, c'est bon. On va faire pareil ici. Voilà, on voit qu'on est décentré. Je vais baisser un petit peu. Là, c'est parfait. Donc j'ai mes deux miroirs qui sont bien calés. Et surtout ici, j'arrive en dernier, bien centré. Pour le dernier miroir, c'est pareil. Je mets un bout de scotch. Et je regarde par rapport à l'empreinte de la buse si je suis bien centré. Ici, je suis bien centré. Donc, les miroirs sont réglés. Le dernier étant celui-ci. Si on veut être encore plus précis, on fait une mesure au début du rail, une mesure à la fin du rail, sur l'axe Y et sur l'axe X. Moi, j'ai fait une mesure au milieu. Bien sûr, il ne faudra pas oublier de contrôler le premier miroir qui, s'il n'est pas bien réglé, nécessitera de bouger le tube laser. C'est beaucoup plus compliqué. Le constructeur préconise d'utiliser de l'acétone et des cotons-tiges ou du coton. Et voilà ce que j'ai enlevé alors que la machine vient juste d'arriver. J'ai fait les 3 miroirs et j'ai fait la lentille ici que je vais remonter d'ailleurs des deux côtés, d'un côté et de l'autre. Et voilà ce que j'ai trouvé. Donc on imagine ce qui va se passer quand on va graver ou découper pendant une semaine. Ce genre d'opération, il faut le faire parce que là, on perd de la puissance. Et il n'y a besoin d'aucun outil pour faire ça, puisque tout se défait à la main. Voilà. L'avantage qu'il y a sur ce graveur laser, c'est que ici, on peut réaliser 100 cartes de visite en une seule fois. Ça évite des manipulations. Je vous ai montré d'autres graveurs où on pouvait faire quelques cartes en même temps, voire pour certains, une carte à la fois. Ici, on peut en faire 100 d'un coup. Le temps d'usinage ici est de 1 minute 43. J'ai remis exactement les mêmes paramètres que pour la carte couleur or et ça fait exactement la même chose.
Ce qui veut dire qu'on peut faire des lots avec des couleurs différentes sans avoir à changer les vitesses. Il n'est qu'à 30% de puissance et à 100 mm par seconde. Mais là, je ne suis pas dans la recherche de performance, je suis dans la démonstration. Et maintenant, un grand classique, le liège et le coaster en liège. Tous les travaux qu'on fait sur un graveur laser commencent par de la modélisation et de l'export, ici avec une extension DXF. Le logiciel RDWorks ne fonctionne qu'avec ce type d'extension ou l'extension PNG. Mais pour faire des contours très précis, il vaut mieux du point DXF et j'utilise Inkscape pour ça. On commence par faire le focus. Voilà. Donc là, je vais graver un coaster avec ce petit dessin. J'ai mis une vitesse à 250 mm par seconde et une puissance maxi de 20%. Voilà, bien sûr, il y a un dégagement de fumée, c'est normal. On n'a pas de trace, il n'y a aucune trace. Je pense qu'en soufflant un petit peu, on va voir apparaître ici les parties non brûlées. Bon, je pense qu'il faut modifier un petit peu les paramètres pour aller un peu moins en profondeur, notamment dans les grosses surfaces comme ça, ou alors modifier le modèle. Parce que là, c'est un peu trop en pénétration. Ça se fait avec une facilité déconcertante. Bon, et ici sur ce plateau, eh bien, on peut mettre plus d'une cinquantaine de coasters en même temps. Bien sûr, là je ne vous montre qu'un exemple, mais imaginez un modèle avec 50 coasters. En mettant une pointe de stylo à côté, on arrive à voir la finesse du détail du trait. C'est quand même très intéressant. Et c'est du liège, c'est une surface qui n'est pas régulière et un matériau qui n'est pas régulier. Ces grosses découpes, elles génèrent beaucoup de fumée, beaucoup de puissance, donc la machine souffre un petit peu. Je suis qu'à 80%. Si on ferme bien l'enceinte, l'aspiration se fait parfaitement. Si on laisse ouvert, comme je l'ai fait tout à l'heure pour montrer à la caméra, eh bien la fumée s'évacue pas. Bon, ici je ne fais qu'une seule passe. Je vais le finir à la scie à chantourner. En une seule passe, je fais le trait et il me manque environ un tiers de l'épaisseur à couper. Bon, c'est un choix que j'ai fait, j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu faire 3 passes et le découper complètement. Mais après on brûle, on n'est pas vraiment précis, donc je préfère le faire comme ça. Dans un cycle comme ça où on a, je crois qu'il y a 5 minutes de découpe à 80%, bon, mais là la réfrigération du tube se met en route. Ça dure environ, on va dire 2 minutes après qu'on ait arrêté l'usinage. Et je vois que là, ici, j'avais oublié, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de fumée qui est sortie, j'avais oublié de refermer le passe-trou, ils appellent ça, passe à travers en fait, cette trappe. Donc là, j'ai un petit peu de fumée dans le garage et c'est de ma faute, c'est à cause de ça. Je vais le remonter tout de suite. Et l'intérêt en fait d'avoir quelque chose d'aussi volumineux, eh bien, c'est qu'on peut passer des pièces volumineuses. Ici, c'est un châssis qui va me permettre de construire une guitare. Alors, il est en 2 parties pour pouvoir être ouvert, mais il n'est pas en 2 parties parce qu'il ne peut pas rentrer dedans. Il est en 2 parties parce que j'ai besoin que ça s'ouvre. Une fois que la guitare est dedans, il faut pouvoir enlever le moule. Donc voilà, je vais faire comme ça 3 morceaux et ça va me faire un moule de guitare. Bon, voilà aussi ce qu'on peut faire avec ce genre de machine. Et je n'ai pas voulu la pousser, je ne l'ai pas mise à 100%. Je la mettrai à 100% un petit peu plus tard quand je l'aurai bien en main. Je le montrerai sur ma chaîne secondaire. Là, on arrive aux choses intéressantes, aux choses qu'on n'arrive pas à faire avec un laser à diode. On le voit ici, là, j'avais essayé, c'est une plaque que j'ai testée sur un laser à diode. Et sur ce genre de matériau, ça ne fonctionne pas. Ça fait des traits, mais ça ne fonctionne pas. Donc là, la plaque fait 3 mm d'épaisseur. Et je vais essayer, eh bien, de découper ici un rond de 2 cm pour commencer. D'après les paramètres
de mon port pour la découpe de 1/8 de inch, c'est-à-dire 3 mm et des poussières. Avec un 80 watts, il faut mettre 12 mm par seconde et 25% de puissance. Alors ce paramètre ne semble pas bon, ou alors je me suis trompé. Je vais recommencer à côté. Voilà, je fais un essai, j'ai descendu la tête, c'est-à-dire que j'ai mis le focus au niveau du bas de la plaque. J'ai mis 8 mm par seconde et j'ai mis 50% de puissance. J'ai l'impression que je suis pas loin. Je suis pas loin de la vérité avec 50% de puissance. Et en fait, j'ai descendu le focus. Peut-être qu'il faut que je le descende encore un petit peu plus. Bon, il n'y a pas une grande différence. C'est un peu mieux. Ça nécessite un petit peu des bavurages. Allez, je fais un dernier essai. Et je vais descendre franchement. Là, je suis franchement descendu. Plus que l'épaisseur de la plaque. Bon, là, ça n'a pas coupé. Alors, je vais revenir là où j'étais. Et cette fois-ci, je vais monter de 10% de puissance. Je vais mettre à 60%. Hop, ça sort tout seul. Là, c'est beaucoup plus propre. J'ai pratiquement pas des bavurages à faire. Bon, ces paramètres nécessitent bien sûr d'être affiné, d'être précisé, et ça dépend de la nature de l'acrylique. Celui-ci est un acrylique qui est en plaque et qui est plutôt destiné à la gravure. Pour la découpe, il vaut mieux de l'acrylique extrudé. Bon, je n'en ai pas trouvé, donc je vais faire avec ce que j'ai, mais c'est pas forcément le bon matériau. Celui-ci se grave très bien. J'ai commencé par faire un modèle sur Blender pour imaginer ce que la lumière pouvait faire sur cette enseigne. Et puis je suis revenu sur Inkscape pour choisir les polices de caractère. Je vais ensuite exporter plusieurs fichiers de découpe vers RDWorks, puis choisir de l'acrylique. Ici, j'ai regardé sur Amazon et puis je suis allé l'acheter localement pour l'avoir plus rapidement. Alors quand on veut couper des panneaux qui sont très grands, celui-ci fait 1 mètre de long par 50. Alors il y rentre très bien dedans, mais si je veux par exemple découper ici, seulement ici, eh bien, ça passe pas derrière, sauf si j'ouvre ici une trappe qui me permet de passer le panneau à travers la machine. Alors je l'ai sorti qu'ici, mais on peut le sortir aussi devant, ce qui fait que on peut passer des panneaux ici qui font la largeur ici de la table, donc ça fait plus de 900 mm. Parce que le panneau de 1 mètre, il rentre pratiquement ici en largeur. Il manque 5 mm pour qu'il passe en largeur. Donc ça, c'est quand même intéressant. Côté paramétrage, je suis à 8 mm par minute et 55% de puissance pour la découpe de cet acrylique de 5 mm d'épaisseur. Je fais un focus à -5 pour que le focus soit au bas de la plaque. Bon, c'est propre, c'est net. Il y a quelques petits endroits, alors j'arrive pas à m'expliquer pourquoi. C'est parfait à certains endroits et ça n'est pas à d'autres. Si on regarde de très près, donc on voit qu'ici il y a quelques défauts là, alors qu'à côté il n'y en a pas. Bon, il doit y avoir une explication, je vais la trouver, je la partagerai avec vous. Mais pour le reste, côté côte, j'avais demandé un diamètre de 20, j'ai 19,60 ici sur la partie mâle et j'ai 20,25 sur la partie femelle, même 20,3. Donc j'ai 6 dixièmes qui partent en fumée, c'est le cas de le dire. Bon, ça c'est quelque chose dont il faut tenir compte si on veut des cotes précises. Ça, ce passe-trou, comme ils appellent ça en anglais, en fait ce passage qui permet de rentrer des grandes plaques ou des plaques supérieures à la capacité de la machine, c'est très intéressant si on a bien, des produits, des bruts qui sont plus grands. Ici, il manque pas grand chose pour que ça passe, mais ça passe pas. Et c'est souvent les standards 1 mètre. Donc là, le 1 mètre, il passe dans ce sens-là. 90 en largeur.
je vais m'attaquer à une enseigne lumineuse avec de l'acrylique. Rouge, noir, blanc et transparent. Bon, j'ai été obligé de chanter les fins de course, ne le faites pas chez vous bien sûr. Moi je le fais pour filmer, je prends mes précautions et je suis bien obligé de faire comme ça, sinon on voit rien, je peux rien vous montrer. J'ai fait 2 passes, j'aurais peut-être pu faire qu'une seule passe, mais j'ai fait un petit test avant. On le voit dans le coin ici là. J'ai fait un petit trou et en une passe ça fonctionnait pas bien, j'ai fait 2 passes. Bon, je me suis pas trop embêté non plus, hein. Si je devais en faire plusieurs, bien entendu que je ferais beaucoup d'essais. Là, ce que je veux, c'est découper quoi. Donc je fais 2 passes, très simplement. On entend bien qu'à la deuxième, il ne se passe pas grand chose. Voilà, c'est terminé. Je ne sais pas si vous avez le voir ici, là, mais ça a duré 5 minutes. 5 minutes pour faire 2 passes, ça fait 300 par 200. Je suis à 50% de puissance et je suis à 25 mm par seconde. Et c'est parfaitement découpé. Franchement, c'est très propre. Très propre. C'est plus propre que l'acrylique transparent. L'acrylique transparent, ça laisse un peu de dépôt sur le côté, ça finit par se coller à l'autre morceau. Là, c'est nickel. Alors je vais garder ça, parce que ça, je peux m'en resservir. Allez, les lunettes, et on passe au blanc. Là, sur le blanc, j'ai mis qu'une seule passe, parce que j'ai fait un essai, et avec une seule passe, ça passe. Donc, je ne vais pas m'en priver. On va vérifier ça tout de suite. Voilà, ça a coupé. La première lettre est tombée. Bon, là, il faut aussi se protéger des fumées. En attendant, en une passe, ça a été coupé. Ça rentre très bien. Il n'y a pas de jeu. C'est parfait. Là, je m'aperçois qu'il faut que je fasse attention. Il doit y avoir ici des petits morceaux de rouge, comme ceci. Allez, on continue. Et on continue avec du noir en 3 mm. Et j'enlève la protection des deux côtés avec les mêmes paramètres. Toujours une seule passe. Finalement, il n'y aura eu qu'avec le rouge, j'aurais fait 2 passes. Alors ici, on a un temps d'exécution de 3 minutes 26 pour ce panneau qui fait 300 mm de large. Bon, c'est propre, hein. C'est très propre. Alors le transparent fait beaucoup plus de fumée, donc là il ne faut pas rester ici, surtout que là j'ai le capot ouvert, je ne vais pas rester devant. Je vais m'éloigner. Cette fumée, il ne faut pas la respirer, elle est toxique. Bon, je me suis mis dehors, hein, carrément. Bon, c'est la raison pour laquelle il faut absolument régulièrement nettoyer miroir et lentilles. Quand on voit toute la fumée qui est dissipée par la découpe, forcément, ça finit par salir les miroirs. Un petit peu moins la lentille parce qu'il y a l'air pulsé, mais sinon, les miroirs, c'est sûr qu'ils se salissent. Et on perd au final un petit peu de puissance. Allez, c'est fini. Même exercice, mais cette fois-ci, porte fermée. Il y a juste ici le passe-trou qui est ouvert et du coup on n'a pas du tout de fumée. Tout part par l'évacuation.
la vitesse à laquelle cette machine grave, la largeur de la gravure fait 300 mm. Il n'y a pas de problème d'accélération ici. Hein. Alors je ne vais pas toucher parce que je veux découper aussi. Mais bon, c'est propre, je n'ai pas à y revenir. Allez, je vais découper. Allez, je fais une tentative de découpe à 12 mm par seconde et 50% de puissance. Peut-être qu'il faudra que je fasse 2 passes. Mais j'ai essayé en montant la puissance, ça défonce tout. C'est trop puissant. Bon, visiblement, ça n'a pas découpé, puisque ça ne s'est pas affaissé. Quand c'est en l'air, ça devrait s'affaisser. Je vais refaire une passe. Troisième passe. Il découpe, hein, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que c'est pas très propre. Alors c'est propre ici sur le bord. Mais après quand on a des petites lettres comme ça, eh bien on fusionne, on colle. Bon, c'est pas terrible. C'est pour ça que j'ai préféré la gravure. Mais bon, ça coupe sans problème. Hein. Sauf que là, j'étais à 55% de puissance. 55% de puissance, c'était propre. Et j'étais à 8 mm. Là, je suis à 12 mm et 25%. Ça consomme très très peu. Hein. 0,4 mA au niveau du laser. Et cette fois, j'ai découpé. Le morceau est tombé. Voyons voir si c'est propre. C'est ça qui m'intéresse. Ah, c'est très propre. La découpe est très propre. C'est ce que je voulais. Et la gravure aussi. Je l'ai dit en intro de vidéo, c'est un laser professionnel. Il nécessite donc un investissement important en temps et en budget pour arriver à le maîtriser. Mais quand on le maîtrise, c'est un outil très efficace et qui peut être donc très rentable. Ici, tout est fait pour répondre à une clientèle exigeante avec des dimensions importantes d'usinage, avec des vitesses importantes de réalisation, puisqu'il peut passer des pièces qui font 900 mm de large sur n'importe quelle longueur avec le système de passe-trou, le système de passe à travers, et qu'il va à 800 mm par seconde, soit 48 mètres par minute. Et là, ce sont des vitesses réelles parce que la tête est très petite et elle accélère très fort. Je n'ai pas eu le temps de tester le verre, cette vidéo est déjà très longue, mais vous inquiétez pas, je le ferai parce qu'il travaille aussi bien le verre qu'il a travaillé l'acrylique, mais il travaillera aussi bien le cuir, il travaillera le tissu et le bois. La seule chose qu'il ne travaillera pas, c'est le métal. Parce que le laser CO2, il a une spécificité, c'est qu'il travaille très bien l'acrylique et le verre, les matériaux transparents. Et pour ça, il les travaille sans apprêt, sans peinture, sans revêtement, sans scotch, sans rien du tout. Vous avez vu, l'acrylique, je l'ai découpé et je l'ai gravé sans préparation de surface. Et j'étais curieux de tester un laser CO2. D'ailleurs, j'en profite pour remercier la société Monport qui m'a fait confiance et qui m'a permis de vous montrer ce que c'était un graveur CO2. Je l'ai découvert avec vous. J'ai mis 2 semaines à tourner cette vidéo, à réaliser des essais et à monter la machine. Et je me suis vraiment amusé. J'espère que ça s'est vu dans cette vidéo. Vous me direz dans les commentaires si ce sujet a piqué votre curiosité, sachant que je vais faire d'autres épisodes sur ma chaîne spécialisée dont le lien est dans la description de la vidéo. Vous retrouverez aussi en description de vidéo un lien où vous pourrez retrouver toute la gamme des graveurs laser CO2, mais il y a aussi des lasers fibres et des accessoires. Cette chaîne est une chaîne de bricolage et ce laser n'est pas fait pour bricoler. Donc les prochaines vidéos seront sur la chaîne spécialisée. Et en attendant le prochain épisode, merci à tous ceux qui sont encore là devant cette vidéo malgré la longueur. Et d'ici le prochain épisode, donc soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.